Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Montréal pour interviewer le joaillier Mathieu Cheminet pour qu'il nous parle de son parcours, de ses créations et aussi du nouveau livre qui vient juste de sortir. Donc c'est parti. Salut Mathieu, Salut, est-ce que ça va bien? ça va bien, merci. Dis-moi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en fait? Comment tu en es venu à faire du bijou et comment tu as appris à faire du bijou en fait? Ok, donc j'ai grandi en France, à Paris. À 19 ans, je suis parti en voyage au Nouveau-Mexique, visiter ma grande-tante qui était peintre là-bas. Ok. Arrivé là-bas, tout de suite, j'ai comme adoré le Nouveau-Mexique. Et je suis resté pendant 7 ans. Waouh. Ouais, donc je venais de rater mon bac en fait. Et du coup, j'ai repassé mon bac en correspondance à Los Angeles. Mhm. Et donc j'apprenais tous les cours quand j'étais à Taos au Nouveau-Mexique. Et entre-temps, j'ai rencontré du monde qui faisait de la bijouterie. D'accord. Et petit à petit, tous les magasins, c'est rempli de bijoux Navarro, Hopi et Zuni. C'est tellement beau que fallait que j'apprenne. Mhm. Donc j'ai eu la chance de rencontrer du monde qui habitait à Taos. Donc des artistes Navarro, des artistes Hopi, Zuni. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire de la bijouterie là-bas. Donc tu as appris auprès des Navarros Oui, et d'autres. et d'autres Oui. tribus amérindiennes. Amérindiennes, et puis aussi des bijoutiers nord-américains, en fait, mais qui, eux, avaient appris de bijoutiers amérindiens aussi. D'accord. Donc, ouais, pendant 7 ans, je regardais le monde travailler. Puis c'est marrant, la première technique que j'ai appris, c'est le poinçonnage. Ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai pas mal toujours fait, en fait. J'ai toujours gardé le poinçonnage. Euh, J'avais rencontré une fille qui avait un petit atelier, puis elle m'a montré comment faire un bracelet. C'était le premier morceau de bijou que j'ai fait, un bracelet poinçonné. Est-ce que tu l'as toujours? Non, je l'ai donné à quelqu'un. Ah. C'est dommage, mais je l'ai donné il y a longtemps, en fait. Mhm. Euh, et c'est ça. Donc, ouais, à 19 ans, j'ai le premier bracelet poinçonné, et depuis, j'ai toujours gardé le poinçonnage dans mes techniques, mais sur place, oui, le poinçonnage, j'ai fait beaucoup de la coulée dans le tufa. C'est une pierre volcanique. Mhm. J'ai fait du inlay, donc c'est incruster des pierres dans un bracelet. C'est ça, toutes les techniques, pas mal Navarro, Hopi et Zuni. Ouais, ce qu'on Ouais. voit principalement quand on est au Nouveau-Mexique. Ouais, exact. Et après, par la suite, donc tu es resté 7 ans là-bas, Ouais, tu as appris toutes ces techniques, puis tu as continué, du coup tu es allé en Afrique aussi. ouais. Ensuite, j'ai déménagé au Mali. Mhm. Je suis resté au Mali 3 ans, et là, en fait, je me baladais dans la rue pas mal tous les jours, je rencontrais des bijoutiers, puis je restais plusieurs semaines avec un bijoutier à apprendre leur technique, à travailler avec eux. Donc je suis resté à Bamako la plupart du temps, mais je travaillais avec des bijoutiers Touareg beaucoup, Mhm. des bijoutiers Bambara et Peul. Puis j'apprenais un peu toutes les techniques. C'était vraiment un apprentissage. Mais ces bijoutiers, tu les connaissais pas, donc en fait tu les abordais, tu leur demandais si tu pouvais Ouais, comme les observer, apprendre d'eux. ouais, ça c'est la magie, je pense, de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Beaucoup Ils de sont pays généreux. où c'est une générosité incroyable, où c'est juste chaleureux, je me balade, on parle 5 minutes et puis tout de suite je m'assois avec eux pendant plusieurs semaines sans rien demander en échange. Mhm. On mangeait ensemble tous les jours, on buvait du thé et puis ils me montraient leur technique. C'était extraordinaire. Ouais, ça doit être cool. Et du coup, tu as appris quoi comme technique en Afrique? En Afrique, j'ai beaucoup appris la coulée à la cire perdue. Ouais. Façon Touareg, donc cire d'abeille. Puis le moule est fait à base d'argile, de Ok. sable,
de charbon écrasé. Mhm. C'est ça. Et comment ils le font? Parce que nous, ici, en Amérique du Nord, on utilise par exemple la centrifugeuse Ouais. ou des trucs comme ça. Non, là-bas, on fabrique le bijou en cire perdue. Ouais. Non, en cire perdue, pardon. En cire cire d'abeille. Ensuite, on prépare la pâte avec l'argile. Souvent, on va ajouter peut-être même de la crotte d'âne. Ça donne les fibres qui font tenir l'argile bien ensemble. Donc, on recouvre le bijou en cire d'argile, mélangée avec le charbon, le sable et la crotte d'âne. Et on laisse une petite entrée en haut. Une fois que c'est sec, on le met sur le feu, on enlève la cire. Puis juste dans un creuset, on fond l'argent et on le coule dedans. Tout simplement. Ouais. Ok. Ouais. Puis on faisait des marteaux à sucre, on faisait des croix d'agadès. C'est ça, en cire perdue. Donc j'ai appris ça. J'ai beaucoup travaillé le filigrane, les chaînes, la forge. Donc fabriquer des bijoux, des bracelets ou des bagues au marteau, forgé. Ou même des boucles d'oreilles Pearl, les grosses boucles d'oreilles qu'on voit en or souvent dans les livres. Donc toutes ces techniques-là, pendant 3 ans, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Ok. Ouais. Après le Mali, je suis venu m'installer au Canada. Et après 1 an au Canada, j'ai décidé de faire une école pour apprendre des techniques plus classiques, sertissage, même la soudure. Moi, j'avais appris à souder à l'africaine ou au Nouveau-Mexique, c'était de la soudure au fil de soudure. Donc, mais je faisais jamais de belles soudures. Ok. Donc j'ai fait une école, l'école des métiers du Sud-Ouest à Montréal. C'est une formation de 1 an et demi dans une école professionnelle. Puis j'ai terminé ça, puis tout de suite après j'ai enseigné là-bas en fait, après pendant 7 ans. D'accord. Et aujourd'hui, tu continues à enseigner? Pas là-bas, j'ai arrêté. J'enseigne un tout petit peu à l'école de joaillerie de Montréal depuis maintenant plusieurs années. Mais j'ai arrêté l'enseignement. J'ai décidé à un moment l'enseignement prenait trop de place et je faisais moins de bijoux. Donc je voulais recalibrer un peu. Puis je voyageais beaucoup parce que je repartais en Afrique faire des recherches sur les techniques. Et ça ne marchait pas avec mon horaire, donc j'ai arrêté l'enseignement. Ok. Donc aujourd'hui tu fais des bijoux quand même plutôt inspirés justement de ces techniques, notamment le poinçonnage que tu as appris. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant de se spécialiser dans une technique quand tu es bijoutier, joaillier? Moi je trouve que pour moi c'était fondamental. Ouais. Et à un moment dans ma carrière, je pense quand j'étais plus jeune, j'essayais plein de différentes choses. Je m'éloignais du poinçonnage et puis à chaque fois ça ne marchait pas. J'ai rencontré une personne une fois qui m'a dit juste concentre-toi sur une chose. Puis donne-toi 1 an, mais juste sur une chose. Et donc je me suis dit je vais me relancer dans le poinçonnage. Et puis tout de suite ça a marché. Donc je trouve que c'est... pour moi ça a marché beaucoup. Puis c'est peut-être pas une technique en soi, c'est peut-être un style. De se concentrer sur un style. Moi ça donne que le style c'est une technique, donc ça marche bien. Mais oui, je pense que c'est important d'avoir une lignée, au moins pendant quelques temps pour voir où ça va. C'est vrai qu'on a tendance, en tout cas la plupart, à vouloir toucher à tout, à explorer plein de trucs, et un peu trop en fait. Donc ça, le fait de te concentrer pendant 1 an, ça t'a permis de trouver ton style au travers d'une technique. Ouais, exact. Puis souvent, dans mon cas, à un moment, c'était aussi pour peut-être faire plaisir aux autres. Je voulais rentrer dans telle galerie, mais ils aiment tel style. Donc je m'essayais avec ce style. Puis en fait, non, il faut se faire plaisir à soi. Et le poinçonnage, pour moi, je pense, maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que je fais que du poinçonnage. Mais j'essaie d'évoluer dans le poinçonnage. Et du coup, tu as quand même pu te trouver une clientèle en te faisant plaisir avec ce que tu fais. Quoi. Donc, tu n'es pas obligé de t'accommoder aux autres pour pouvoir vendre tes bijoux. Non, maintenant, je m'accommode. Puis, Puis les gens aiment ou ils les aiment pas. C'est un peu ça. C'est sûr que ça paraît snob, mais dès que j'ai essayé de faire quelque chose pour quelqu'un, je me fais plus plaisir et puis on le ressent dans le bijou. Donc, je préfère, quitte à moins vendre, faire ce que j'aime. Okay. C'est important. Et du coup, le poinçonnage, ça t'a amené à faire un livre récemment? Oui, c'est mon 2e livre, j'en ai fait un sur les techniques africaines.
Puis là, c'est un livre uniquement sur le poinçonnage, ouais. C'est un livre qui regroupe pas mal de choses. Il y a des biographies de bijoutiers qui vivent du poinçonnage. Donc ça peut être des bijoutiers Navarro, Touareg. Il y en a même un qui vient de Thaïlande. C'est vraiment du monde qui vit du poinçonnage. Donc il y a à peu près 18 biographies de bijoutiers avec leur travail. Je fabrique à peu près 40 poinçons dans le livre. Puis il y a toutes les explications sur les aciers à choisir, comment tremper, comment faire le revenu, etc. Donc comment fabriquer tes propres poinçons Oui, en fait. du début à la fin. Puis toi en plus tu utilises, enfin il me semble qu'on en avait déjà parlé, tu utilises des fois des choses qu'on trouve comme des clous ou quoi. Oui, moi j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup utiliser des vieux outils, donc des choses comme ça, là, tu sais, pour enfoncer les clous, là. Ça marche très bien. J'utilise principalement que de l'acier recyclé, ouais. Ok. Ouais. Puis j'aime beaucoup l'acier qui date des années, je dirais, 50-60. Pourquoi? Super bonne qualité comparé aux aciers de nos jours où c'est un mélange de... Ils recyclent des vieux aciers, mais il y a d'autres choses qui rentrent dedans. Et l'acier, je trouve, n'est pas très bon. Ah ouais. Ce que je trouve sur le marché, en tout cas. Donc les vieux outils, super. Ok. Ouais. Et donc ça a pris du temps quand même à rédiger ce livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus pour faire un tel livre? Ouais, celui-là c'était quelque chose parce que je pense que ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille dessus. Puis je parlais avec mon éditeur, puis on s'est dit que ça serait bien de faire un livre sur le poinçonnage. Je me souviens, le lendemain de notre conversation, j'étais chez moi, puis je regardais mes poinçons, les marteaux, puis je me suis dit, ok, c'est un livre qui va prendre 3 pages. J'avais pas énormément de choses à dire, je pense, dessus à l'époque. Et puis, petit à petit, j'ai fait des recherches. Puis là, il est fait 260 pages, je pense qu'il aurait pu faire 500 pages, tellement il y avait de choses en fait à découvrir dedans, qui au fur et à mesure de mes recherches, sur l'acier, juste parler sur l'acier en fait, les différents aciers, comment lire, comment pouvoir lire le montant de carbone dans un acier, juste en regardant les étincelles que ça fait quand on le met sur une roue. Ah ouais. On arrive à savoir le montant de carbone, c'est un bon acier, etc. Donc avec les recherches, ça a évolué. Ensuite, de rencontrer tous ces artistes qui poinçonnent, ils m'ont donné plein de petits trucs qui faisaient que j'avais encore du travail à faire dessus. Non, c'était... Puis, pour le livre, je faisais des poinçons. Donc, j'ai fait une première série de poinçons. Puis, au fur et à mesure que j'avançais, je devenais de meilleur, en fait, à faire des poinçons. J'ai toujours fait des poinçons, mais je pense que ce livre, j'ai fait plus de 300 poinçons pour le livre. Puis, ça a comme monté complètement mon niveau de fabriquer des poinçons. Maintenant, je peux en fabriquer un pas mal parfait très rapidement. Puis ouais, ça m'a permis en fait, de comprendre et puis d'évoluer beaucoup. Juste les recherches pour le livre et puis la fabrication des poinçons. Puis de développer ton expertise pour le coup, j'imagine. Ouais, c'était assez magique en fait à voir. J'ai eu le même sentiment quand j'enseignais en fait, parce que quand j'enseignais, pendant 7 ans, c'était une école pour le gouvernement, donc on répétait le même programme. Puis à force de répéter les techniques, ben, je trouve que mon niveau en bijouterie aussi avait augmenté. Donc c'est toute cette répétition qui a fait que... Non, je suis très content du livre en fait. Ouais. Et tu es allé rencontrer, parce que tu dis qu'il y a des biographies, il y a 18 biographies, c'est ça? Il y a 18 biographies, donc je suis retourné pas mal aux sources en fait, parce que c'était là où j'avais commencé. Donc je suis allé beaucoup au Nouveau-Mexique, je suis allé je pense 5 fois au Nouveau-Mexique pour faire des recherches sur les réserves Navarro près de Gallup. Beaucoup. Donc j'ai rencontré des gens extraordinaires, des artistes comme Norbert Pichelakai, qui est un vieil artiste Navarro qui a créé un alphabet avec des poinçons, qui fait des bijoux fantastiques. Lyndon Tozzi, qui est un site qui vend des poinçons en ligne. Isaac Dahl, qui est un bijoutier Navarro et d'une autre tribu de l'Est américain qui fait de la magie avec des poinçons. Donc ouais, ça m'a permis de rencontrer du monde fantastique. Ouais. D'accord. Donc 3 ans pour réaliser ce livre. Ouais, un peu plus de 3 ans.
Ouais. Wow. Là, il sort cette semaine. Cool. Ouais. Donc on va pouvoir se le procurer. Ouais. On mettra le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et du coup, oui, tu me disais que tu avais aussi écrit un autre livre, évidemment, sur les techniques d'Afrique de l'Ouest. Oui, l'autre, c'est un livre, ça a pris presque 20 ans en fait, parce que c'est depuis que j'ai habité en Afrique que j'ai... Quand j'habitais les 3 premières années au Mali, j'écrivais toujours des notes sur les techniques. Puis je faisais des photos, mais c'était à l'époque, c'était noir et blanc. Je suis vieux, non, je plaisante, je préférais le noir et blanc. Puis après ça, quand j'habitais au Canada, je retournais 1 à 2 fois par an en Afrique juste pour faire des recherches. Donc partout en Afrique de l'Ouest, en Guinée, Libéria, Togo, Bénin, partout. Burkina Faso, Mali, Sénégal, pour faire des recherches sur les techniques. Parce qu'il y a beaucoup de techniques que j'avais vues au Mali, puis quelques années après, en revenant, plus personne ne les faisait. Ah ouais? Ouais. Et puis maintenant, avec tout ce qui se passe au Mali, avec Al-Qaïda dans le nord Mali, etc., il y a beaucoup de techniques qui en fait se perdent. Pour quelles raisons exactement? Il y a moins de bijoutiers? Il y a plus de tourisme, donc il y en a qui arrêtent de faire des bijoux. Un bijoutier un peu âgé qui n'a pas d'enfant, qui ne trouve pas d'apprenti, il ne passe pas ses techniques à quelqu'un d'autre. Donc certaines techniques, vraiment, il y a un dicton qui dit en Afrique quand un vieil homme meurt, c'est comme une librairie qui brûle, et c'est exactement ça pour la bijouterie aussi. Quand un vieux bijoutier meurt, c'est vraiment beaucoup de connaissances qui meurent avec lui. Donc je voulais essayer de répertorier une partie des techniques que je pouvais trouver. Donc j'ai fait des recherches sur les techniques. Puis comme le nouveau livre, il y a aussi une vingtaine de biographies de bijoutiers. Okay. Donc un peu leur histoire, comment ils ont appris, à travers une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Donc tu dis que ça a pris 20 ans, mais quand tu as commencé à répertorier ces techniques, tu avais cette idée de créer un livre avec? Non, pas du tout. Non. Le livre, c'est venu, je pense, peut-être il y a 12, 13 ans. Maintenant, moins que ça en fait. En 2012, ça fait 7 ans. Je ne sais plus quand il est sorti. Je pense qu'il est sorti en 2014, mais je pense vers 2010, j'ai eu l'idée de commencer à vraiment faire des recherches pour un livre. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer Tim McRae, qui est mon éditeur, et puis qui lui a écrit des livres sur toutes les techniques. Le Complete Metal Smith. En fait, je l'avais appelé une fois au téléphone pour une question sur une app qu'il venait de faire, et puis je lui ai dit « Ah, mais je travaille sur quelque chose, est-ce que ça vous intéresserait ?» Et puis il m'a dit « Quand vous êtes prêt, appelez-moi. » Ça a pris 2 ans, je l'ai appelé. Puis il m'a dit « Envoyez-moi. » J'ai dit « Non, non, moi je vais venir vous montrer. » Donc j'ai pris la voiture, je suis allé dans le Maine, c'est 6 heures de voiture d'ici. Je suis allé lui montrer, tout de suite il a dit « Ok, on fait un livre, on fait une vidéo. » Puis... Ah, il était partant. Ouais, et depuis on est devenus vraiment très bons amis. Ouais, on travaille beaucoup ensemble aussi. Beaucoup, ouais. Notamment sur Toolbox Initiative. Ouais. Donc ça, on en parlera dans une prochaine interview, ça va être un autre sujet. Ok. Mais ouais. D'accord. Merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir. Alors voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Pour finir, je vous laisse sur quelques images de Mathieu en train de poinçonner une plaque. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, il y a quelques années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de développer un nouveau style en fait avec le poinçonnage et de créer des textures avec les poinçons. Donc toute la plaque est complètement couverte. Juste avec 1 ou 2 poinçons, j'arrive à texturer la plaque. Donc là, c'est toujours le premier passage, c'est... Et après, le petit morceau qu'on voit ici, là, qui reste sans poinçonnage, souvent je vais fabriquer un autre poinçon qui vient le remplir. Donc là, tu te traces des lignes à chaque fois qui sont tes repères? Ouais, ça dépend. Là,
comme maintenant le prochain poinçon, je trace pas de ligne. Je vais venir face au début de l'autre. Puis à la prochaine ligne, je vais tracer une ligne sur la pointe pour venir poinçonner à l'envers en fait. Ouais, parce que ton motif c'est comme un peu triangulaire. Ouais, c'est ça. Le poinçon, c'est juste un petit triangle avec 3 pointes en fait, un peu dans ce sens-là. Puis là, le coup d'après, je vais venir le poinçonner à l'envers qui vient entre les deux pour créer ce petite marquise. C'est bien parce que maintenant, j'essaie de faire des poinçons de plus en plus petits qui vont venir rentrer là-dedans. Là, j'en ai comme quelque chose comme celui-là pourrait rentrer entre les deux, mais il est un peu gros en fait. Donc, une fois que je termine la plaque en entier, ben là, je fabrique le poinçon pour le suivant en général. D'accord. Là, maintenant, une fois que j'ai fini cette ligne, juste pour être sûr d'être bien droit, je trace une ligne sur la pointe du dernier coup. Et là, je peux venir poinçonner dans l'autre sens.